y a chez Martin Luther King quelque chose de très difficile, de très âpre, qui est de considérer que la première chose à faire, c'est une éthique de soi, et que parce que l'on renonce soi-même à l'aigreur, à la colère, on peut participer au bien commun. Donc dans un régime d'inégalité, une fois encore, où le pouvoir et où les dés sont pipés en faveur des plus fortunés et des blancs, comment faire en sorte qu'une éthique de soi permette de contrebalancer, d'être un contre-pouvoir à l'oppression. Et alors vous, Sylvie Laurent, il y a dans ce que vous avez écrit un parallélisme entre à la fois la perpétuation du capitalisme américain dans sa singularité, ses inégalités, et la perpétuation du racisme. Et on peut tracer un fil entre ce que disait Martin Luther King, entre la manière dont il interpellait le capitalisme américain et ce que vous constatez quasiment 50 ans après. Oui, c'est très intéressant de constater que Martin Luther King avait, donc sans en faire forcément le prophète, le visionnaire, celui qui avait tout compris, mais qu'il y a une étude extrêmement fine de la façon dont finalement l'ensemble des systèmes d'oppression tournent sur trois pieds que sont l'impérialisme, le capitalisme et le racisme. Et sa critique des inégalités de richesse, il disait déjà au milieu des années 60 que lorsque 1% de la population possède 50% des richesses, le système marche sur la tête. Il y avait chez lui une très fine analyse de la façon dont l'économie de marché et la société de marché poussaient à davantage de matérialisme, et que cette quête de la consommation de masse était elle aussi un poison pour une vie démocratique harmonieuse, et que la raison pour laquelle le capitalisme était pourvoyeur de racisme d'une certaine façon, c'est parce que il menait au renoncement à l'éthique de soi et à l'accumulation des richesses, qui suppose l'exploitation des plus fragiles. Donc il rejoint des analystes marxistes assez traditionnels que certains parmi de ses amis développaient, qui est que le but du capitalisme, c'est l'exploitation des plus faibles, et parmi les plus faibles, évidemment, les Noirs en sont la métaphore absolue. Alors comment expliquer ces crimes qui sont désormais, hélas, quasiment, on va dire non pas quotidien, mais enfin extrêmement fréquent. Le dernier est celui de Stephen Clark, qui a été tué dans le jardin de la maison de ses grands-parents par des policiers. C'était le 18 mars dernier à Sacramento. On entend ce type de crime quasiment chaque semaine. Sylvie Laurent, comment expliquer leur permanence ? J'aurais envie de vous dire que le problème n'est pas tant la perpétuation de ces crimes que la perpétuation des acquittements des coupables de ces crimes. La représentation du corps noir comme source d'angoisse et source de criminalité et d'inquiétude est quelque chose qui est permanent dans l'histoire américaine, malgré les efforts de Martin Luther King, qui a essayé de changer cette espèce de stéréotype de l'homme noir comme homme menaçant et comme forcément quelqu'un dont il faudrait se méfier. Visiblement, c'est quelque chose qui continue à animer les forces de l'ordre, qui vivent dans une espèce d'état d'inquiétude permanente que l'homme de couleur soit forcément en train de se saisir d'une arme, alors même que dans le cas de ce jeune homme, il s'agissait d'un téléphone portable. Le plus stupéfiant peut-être est la façon dont, puisque vous savez que récemment, les deux policiers qui ont assassiné Philando Castile, qui avait été assassiné en direct, filmé par sa petite amie, ont été acquittés par le département au niveau fédéral et par les autorités locales. Et c'est ce déni de justice et la façon dont l'ensemble des institutions participent de cette impunité qui est au cœur de la critique de Martin Luther King. C'est-à-dire que le problème n'est pas le policier qui tue, le problème c'est l'ensemble des blancs raisonnables derrière leur bureau qui, d'un trait de plume, considèrent qu'il n'y a pas injustice. Pourquoi n'y a-t-il pas plus de réactions ? Il y en a, mais simplement on attend la gauche, on attend les bonnes gens, comme disait Martin Luther King. C'était le cœur de sa critique, de dire que finalement il n'y aurait de changement, de révolution profonde que si l'on ne cessait de condamner le racisme et que l'on s'engageait véritablement contre les injustices. C'est-à-dire, quand je disais que c'est un théoricien de l'engagement, c'est quelqu'un qui conspue les tièdes, c'est quelqu'un qui appelle à la culpabilité fondamentale de celui qui est sur le côté et qui regarde mais qui ne fait rien. Et comment cela se fait-il que l'élection de Barack Obama n'ait rien changé à cet égard ?
Alors, d'une part, elle n'a pas rien changé puisqu'on a, on a constaté un renouveau de l'activisme et que Black Lives Matter est émergé à la faveur de l'élection de Barack Obama n'est pas fortuit. Il s'agit bien sûr pour les activistes sur le terrain de chercher à profiter de cette espèce de petit avantage qui est d'avoir quelqu'un qui aurait une oreille plutôt favorable à la Maison-Blanche. Mais d'une certaine façon, l'élection de Barack Obama a eu un effet pervers. C'est-à-dire que l'idée selon laquelle finalement, ça y est, un homme noir était à la Maison-Blanche. Bon, le rêve de Martin Luther King est réalisé. Fin de l'histoire. On n'a plus besoin d'être vigilant. Évidemment, les activistes et les gens sur le terrain ne sont pas dupes. Mais il y a une très grande complaisance de l'Amérique. Une très grande tiédeur face au spectacle quotidien, vous l'avez dit, des inégalités. Et le spectacle qui n'est pas simplement le fait que des policiers tuent des Noirs et que que la justice ne passe pas, mais dans la réalité des statistiques, des inégalités de richesse. Une étude récente de chercheurs d'Harvard montrait que l'ascension sociale était très compliquée aux États-Unis, mais qu'elle existe encore pour les jeunes blancs. Elle est infiniment compliquée pour les jeunes noirs. Une fois qu'on est parvenu à la classe moyenne, voire à la classe supérieure, on maintient son niveau de richesse à une exception. Les hommes noirs. Ils sont les seuls qui ne transmettent pas leur patrimoine et qui ont le plus de chances de faire l'expérience de la dégringolade sociale. Donc l'injustice de la logique sociale américaine, qu'elle soit raciale ou qu'elle soit de classe, elle est visible à l'œil nu, mais il y a une espèce de façon de considérer qu'à la fois on n'y peut rien, la résignation contre laquelle s'élevait Martin Luther King, et en même temps que peut-être les victimes sont responsables de leur situation. Mais alors, on a l'impression d'être face à une Amérique qui est très clivée, parce que d'un côté, il y a des milieux intellectuels qui sont extrêmement sensibles au racisme, il y a un certain nombre de discours qui sont malgré tout des discours extrêmement sensibles à cette question. Il y a eu des mesures de la discrimination positive, des quotas, et puis de l'autre, on a ce fait affolant de la permanence du racisme anti-noir aux États-Unis. Oui, parce que peut-être, vous venez de prononcer le mot, ce que vous avez dit, vous avez parlé de diversité, de politique diversitaire. Le problème de la diversité, c'est que c'est un peu un village Potemkin, c'est-à-dire que nommer deux noirs secrétaires d'État ou une femme hispanique dans un conseil d'administration ne change pas fondamentalement les mécanismes internes qui perpétuent les oppressions et les inégalités. Donc peut-être que justement, le fait de s'être contenté de demi-mesures, de ce que Martin Luther King appelait un réformisme graduel, l'idée pas trop vite, pas si vite, pas autant, pas si fort, cette façon de considérer qu'on allait faire la politique des petits pas, a en réalité participé de la perpétuation d'une machine de guerre qui est la structure institutionnelle qui maintient les faibles là où ils sont. Bon. Pour Donald Trump, en tout cas, évidemment, les choses ne se posent pas de la même façon. Il y a une photo qui a été largement diffusée, c'est la photo de Donald Trump posant à la Maison-Blanche, Sylvie Laurent, accompagné donc des stagiaires. Il y a beaucoup de stagiaires autour de lui dans cette pièce, qui est une très grande pièce, et il y a un noir sur la photo. Oui, c'est peut-être ça la diversité. C'est de considérer qu'on n'est pas raciste parce qu'il y a un noir sur la photo. Mais le plus spectaculaire peut-être avec l'élection de Donald Trump, Martin Luther King n'en serait pas surpris puisqu'il a lui-même théorisé cette espèce de ressentiment blanc qui cherchait à revenir sur les faibles progrès que les droits civiques avaient obtenus. Le plus surprenant, c'est peut-être l'espèce de naturel et de décontraction avec laquelle l'idéologie de la suprématie blanche, c'est-à-dire celle qui prévalait avant la Révolution noire, se pavane et s'exprime dans tout ce qu'elle a de plus dénué de culpabilité ou de scrupules. Il est entouré de gens qui considèrent que la supériorité des Blancs est historique, qu'elle est ancrée dans l'histoire américaine et qu'il n'y a aucune raison pour que cela change. Donc cela, c'est non seulement un discours, mais ce sont des politiques parfaitement réelles. Vous parliez des politiques d'affirmative action ou de préférence dans les universités. Tout cela est détricoté depuis des années. C'est pas Donald Trump qui a été à l'origine de ce recul. En revanche, ce que dit Donald Trump, c'est que les véritables persécutés à l'université, ce sont les Blancs. Donc on assiste à une espèce de retournement, de révolution copernicienne où, avec Donald Trump, la figure de l'opprimé, la figure de la victime, c'est celle du Blanc. Et c'est déjà ce que les Blancs essayaient de vendre au moment des droits civiques. Mais à l'époque, c'était quand même un petit peu fort de café, donc
ont résisté à cela. Aujourd'hui, la majorité des Blancs aux États-Unis, lorsque vous les interrogez, considèrent que les premières victimes de la discrimination, ce sont eux. Et donc cette réécriture de l'histoire phénoménale participe quand même beaucoup de l'ère Donald Trump dans laquelle nous sommes. Une ère qui finalement réactive de vieilles théories sociologiques qu'on croyait, hélas, oubliées, qui sont en réalité complètement actuelles. Le lien entre race et classe, par exemple. Et quand on voit finalement la manière dont Donald Trump a instrumentalisé cela, est-ce que finalement on assiste aujourd'hui, Sylvie Laurent, à un affrontement entre une partie de la population qui est à la fois extrêmement pauvre, parce que les chiffres là aussi sont extrêmement patents, vous avez en partie évoqué cela, mais la question noire est une question à la fois raciale et une question de classe aux États-Unis. Oui, et c'est d'ailleurs le grand tour de passe-passe que on a essayé de faire passer en douce au moment de l'élection de Donald Trump, qui était finalement, il a été élu par les pauvres blancs. Il y a une classe sociale invisible, on n'a pas pris en compte la question de classe et on s'est trop intéressé aux questions raciales, on a trop fait pour les Noirs et les Hispaniques. Tout ça, c'est une erreur d'analyse profonde, comme si finalement les minorités raciales n'avaient pas de classe sociale elles-mêmes, comme si elles n'avaient que la race comme modèle identificatoire. Or, la réalité, c'est que la majorité du prolétariat aux États-Unis, elle est constituée de Noirs et d'Hispaniques. Et que par conséquent, s'il y avait eu un parti démocrate capable de proposer une véritable politique de redistribution, alors peut-être pas le système social-démocrate que Martin Luther King appelait de ses voeux, avec un grand plan de redistribution, avec une charte des droits économiques, avec quelque chose qui ressemble peut-être à la démocratie suédoise ou à ce que le New Deal aurait pu être. Mais s'il y avait eu véritablement une articulation fine entre l'idée que le travailleur opprimé est aussi un noir, est aussi un hispanique, et qu'il ne faut pas opposer le prolétaire blanc qui a des considérations de classe au noir qui ne se soucie qu'au fait qu'il soit représenté en tant que minorité, mais que l'on avait véritablement vu que le petit prolétariat, c'est aussi les hispaniques qui vous servent le café dans les Starbucks et les noirs qui gardent vos enfants le week-end, alors sans doute que cette question aurait été dépassée.